Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire donc, sur les actus Covid-19 en Roumanie et en Bulgarie. On vous propose deux pays ce matin. Merci à nos intervenants. Merci pour votre concours, messieurs. Merci, Anna, pour le travail effectué pour la présentation de ce matin. Et puis, donc, votre concours pour répondre aux questions que nous ont posées les différents participants bretons inscrits à ce webinaire de ce matin. Je vais réexpliquer très brièvement le contexte, pourquoi on organise ce webinaire, tout simplement pour être pragmatique et répondre de manière efficace à vos interrogations, à vos problématiques. La plupart d'entre vous avaient déjà des courants d'affaires en Roumanie ou en Bulgarie. Vous avez des préoccupations qui vous sont propres par rapport à vos secteurs d'activité respectifs, que vous soyez déjà bien implanté dans l'un des deux pays ou dans les deux pays d'ailleurs, ou que vous soyez en démarche prospective. Voilà, vous vous posez des questions par rapport à la situation de crise à laquelle on fait face, nous, pays européens, en ce moment. L'objectif donc de ce webinaire, ce n'est pas de vous dresser un grand panorama global sur les secteurs en Roumanie. L'objectif, ce n'est pas de faire une présentation pays, mais c'est bel et bien de faire un état des lieux de la situation économique actuelle en Roumanie et en Bulgarie en cette période de pandémie et de post-confinement, puisque dans les deux pays, on est dans une phase 4, comme ils le disent en Roumanie, de déconfinement. Pour rappel du processus, pour celles et ceux qui n'ont pas encore participé à ce type de webinaire que je propose, ça se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à intervenir pendant le déroulé du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, soit avec le petit module questions-réponses, soit avec le module conversé. Vous pouvez aussi lever la main, comme en classe, pour que j'active vos micros et que vous preniez la parole. On n'est pas très nombreux là ce matin en direct, donc il sera tout à fait possible et peut-être sûrement plus convivial aussi que vous preniez la parole de vive voix pour interagir, poser vos questions et pourquoi pas, n'hésitez pas pour partager votre expérience avec les autres participants. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de BCI, hein, vous nous connaissez tous pour la plupart. Donc, on est une association financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. On est une équipe active de terrain pour vous aider, vous accompagner dans votre développement à l'international. Donc, il y a une équipe basée en Bretagne, évidemment, que vous connaissez, avec des chargés d'affaires sectoriels et des chargés de développement à l'international basés dans les différentes CCI territoriales en Bretagne. Et on s'appuie aussi sur un réseau mondial de plus de 200 prestataires agréés basés dans plus de 100 pays. Réseau dont fait partie Anna. Anna, qui est donc avec nous ce matin, qui est l'une de nos prestataires agréés pour la Roumanie et la Bulgarie. Les différents services que l'on vous propose sont tous listés ici, donc je vais passer brièvement là-dessus. Je vous enverrai de toute façon cette présentation une fois que le webinaire aura eu lieu. Je le compléterai de quelques notes que je vais prendre pendant le webinaire et puis des différentes choses qui seront dites et qui ne seront pas écrites dans les slides. Donc, je compléterai tout ça et je vous enverrai la présentation après le webinaire. Elle sera aussi disponible sur notre plateforme BCI Info. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur les webinaires qui ont eu lieu sur BCI Info. Et vous trouverez également sur notre site web la vidéo en podcast de ce webinaire puisqu'il est enregistré. Alors, nos invités de ce matin, merci encore Anna, merci messieurs. Donc, Anna, comme je l'ai dit précédemment, est l'une de nos prestataires agréés donc en Roumanie, Bulgarie. Anna a créé sa société ABCD Conseil et est à votre disposition donc, pour vous aider dans votre développement commercial, dans vos implantations, sourcing, tous les différents services que l'on peut vous apporter pour vous développer donc, sur la Roumanie et la Bulgarie. Merci beaucoup, Monsieur Grossou, qui est donc avocat en Roumanie. Merci beaucoup.
On ne vous entend pas, votre micro doit être désactivé. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Il n'y a que moi qui n'entend pas Monsieur Non, Grosso. on n'entend pas, non. On n'entend Non, pas. non, non plus. C'est en bas à gauche. Ops. Ah voilà. Bon. Il a coupé maintenant son micro. Maintenant, il est réallumé. Ah, non, on ne l'entend toujours pas. Bon, je vais passer au suivant. Le son, j'espère, va revenir tout à l'heure pour Monsieur Grossou. Merci à Monsieur Dinkov, donc avocat en Bulgarie. Bonjour à vous et merci. Bonjour. Merci d'apporter votre contribution ce matin. Et bonjour aussi enfin à Monsieur Galabov, Merci. donc, qui est comptable, lui aussi basé en Bulgarie. Donc, vous êtes libre, hein, bien évidemment, et je vous encourage vivement à intervenir, vous aussi, pendant l'exposé de ce matin, à partager votre expérience par rapport à l'accompagnement que vous proposez aux entreprises. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, ce webinaire se veut vraiment interactif et convivial. Donc, tout le monde a bien volontiers la parole. Alors, les différents points que l'on va aborder ce matin sont simples, hein. L'approche est très pragmatique. On va d'abord débuter par un état des lieux avec un historique de la crise et puis un point sur la situation actuelle en parallèle donc dans les deux pays. Ensuite, on va parler de l'impact sur l'économie de cette crise Covid-19. On fera un point sur la logistique et surtout sur le déplacement des personnes dans les deux pays. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé quand est-ce que vous allez pouvoir renvoyer des commerciaux sur le terrain pour prospecter et démarcher donc vos clients, vos fournisseurs. Donc, on abordera ce point crucial également ce matin. Ensuite, on va parler des aides gouvernementales. Comme je le disais tout à l'heure, certains d'entre vous sont implantés physiquement en Roumanie ou en Bulgarie. Certains d'entre vous ont une filiale ou des employés sur place. Donc, il était important d'aborder les mesures d'aide des deux gouvernements en ce qui concerne, par exemple, les aides pour le chômage partiel, le chômage technique, les aides financières que peuvent proposer les deux États pour les entreprises. Et puis ensuite, on balayera quelques secteurs. On parlera donc de l'impact de la crise, notamment sur l'agri et l'agro, sur l'industrie aussi. Et Anna nous parlera des secteurs à potentiel qui ont sorti leur épingle du jeu de la crise ou qui tout simplement génèrent des opportunités pour vous, entreprise Bretagne. Donc, on va balayer tout ça ce matin. Si en cours de route, vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, surtout n'hésitez pas. C'est comme d'habitude lorsqu'on faisait les réunions en présentiel, les réunions d'information sectorielle en présentiel. J'encourage toujours les échanges. Donc là, c'est exactement pareil. Sauf qu'on n'est pas tous dans la même pièce, mais voilà, on va s'efforcer de rendre ce webinaire le plus convivial possible et le plus interactif possible. On va démarrer. Je te donne la parole, Anna. Oui. Donc, pour un point sur la situation de confinement dans les deux pays. Bonjour, merci Karen pour l'organisation, comme d'habitude, excellente de BCI. Merci à tous et à toutes d'être ici, même si on se voit virtuellement. J'envoie à tout le monde du soleil parce que j'avais entendu que vous n'avez pas du soleil en Bretagne. Ah bah là, j'ai mis ma veste, tu vois, il fait Oui. 12 degrés à Rennes et il pleut. Donc, envoie-nous du soleil. Ouais, on a les 30 ici, 30 degrés. Hein? On est très chaud. La chance. Oui. Bon, je vais commencer. Donc, la Roumanie, la crise en Roumanie a débuté le 16 mars. On était en état d'urgence jusqu'à le 15 mai. Et depuis 15 mai, on est rentré dans l'état d'alerte qui finira le 16 juin, mais sera prolongé apparemment le président Klaus Iohannis a annoncé hier que l'état d'alerte sera prolongé jusqu'à le 1er juillet. Donc, à présent, nous avons environ 20 300 des cas confirmés. On a plus d'une moitié
des guérisons. On a en quarantaine 2383. On a autour de une centaine en confinement, donc ça veut dire auto-isolation à la maison. On a testé une moitié d'1 million et on a à présent à peu près, parce que les dates ont monté, 1400 décès. On est dans une pente stable pour l'instant. Pour la Bulgarie est en état d'urgence épidémiologique. Donc, l'état d'urgence épidémiologique, c'est très différent des états d'alerte. Donc, ça veut dire que ces mesures sont données par l'armée. Donc, il est depuis 15 mai jusqu'à 14 juin inclus, qui sera aussi prolongé jusqu'à 1er juillet. C'est fait déjà. C'est fait. C'est fait. Donc, c'est fait. Donc, c'est prolongé jusqu'à le 1er juillet. On a 2899 de cas confirmés, 1623 de guérisons, peu de décès, donc 504. À noter que la Bulgarie a une population de 6,5 millions et la Roumanie a 20 millions d'habitants. Ça pour voir un petit peu la différence entre les pays. Si vous voulez, si vous me permettez, oui, bien sûr. Madame, parce que justement, on a un site spécialisé qui nous donne chaque matin. Malheureusement, pour la Bulgarie, dans les dernières 24 heures, elle a déclaré le plus de cas détectés depuis le début de la crise. En plus de chiffres qu'on voit, 2899, on a 104 cas les dernières 24 heures. Ah oui? Oui, on a encore plus de 3 décès et 41 de guérisons de plus par rapport aux chiffres qu'on voit. La Bulgarie a testé un peu moins que 100 000 personnes. Oui. La chose spécifique en Bulgarie, si je me permets, parce qu'y compris pour l'école pour laquelle je travaille un peu comme responsable justement des stages d'insertion professionnelle, je faisais ça tous les jours. Quelque chose qui est spécifique pour la Bulgarie, qu'aujourd'hui, au moins les derniers 10 jours, le développement de la maladie se fait par cluster. Ce sont des villages, qui sont en confinement, non? Voilà, par exemple, on a des grosses usines, une usine où de 200 personnes, il y a 50 cas. Il y a quelques villages comme ça où il y a vraiment l'explosion. Et peut-être la tendance depuis ce matin, parce que j'écoute les nouvelles de tous les jours, la tendance de ce matin, c'est que peut-être la Bulgarie va passer sous le système, au moins ce qu'a dit ce matin l'inspecteur général sanitaire du pays. La Bulgarie va se transformer un tout petit peu de ce qui fait la France. Ça veut dire dans chaque département d'avoir des mesures différentes. Il y a plein de régions en Bulgarie où il n'y a même pas des malades. C'est terminé. Bon, bien sûr, ce n'est pas le cas de Sofia et d'encore quelques régions, mais il y a des régions où on n'entend plus parler. D'accord. Voilà. Malheureusement, c'est ça. Ce qui est dit en Bulgarie, que si 3 jours consécutifs, il y a plus de 100 cas détectés, il va y avoir des mesures exceptionnelles d'un instant à l'autre. Ça veut dire que les décisions de choses peuvent basculer dans le bon et dans le mauvais sens. Mais pour le moment, malheureusement, on a battu le record. On n'a jamais eu 100 cas par jour depuis le début. Voilà. C'est ma petite intervention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces dernières informations. Vous disiez tout à l'heure, pardon Anna, donc l'état d'urgence épidémiologique, il a été reporté jusqu'à mi-juillet, c'est ça? C'est ce que vous disiez tout à l'heure? Le 1er juillet. 1er juillet. 1er juillet. D'accord. Voilà. Pour les déplacements des personnes en Roumanie, on peut sortir du domicile et aussi voyager dans le pays sans aucune restriction. Pendant l'état d'urgence, on devait compléter une déclaration et montrer où on va aller, soit à la pharmacie, au magasin, etc. Maintenant, depuis que la Roumanie est en état d'alerte, on peut sortir du domicile sans problème ou voyager dans le pays. Les commerces sont ouverts ainsi que les parcs, les plages à la mer Noire. Toujours fermés. Pour l'instant, jusqu'à 6 juin, mais j'ai une nouvelle. Les centres commerciaux seront ouverts
mais pas les restaurants qui sont dans les centres commerciaux. Les salles intérieures de restaurants toujours sont fermées, sauf les restaurants qui ont des terrasses ouvertes. Les terrasses ouvertes. Encore, les vols sont suspendus de et vers la Roumanie pour les suivants pays: Autriche, Belgique, Suisse, France, Allemagne, Iran, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, États-Unis. Jusqu'à 6 juin. On entend encore les nouvelles de la part du gouvernement. Apparemment, je pense que va être délevé des restrictions pour certains des pays. La quarantaine de 14 jours au domicile ou au institut pour les citoyens en provenance de ces pays-là. Contrôle aux frontières par les autorités de santé et un triage épidémiologique. Ça veut dire compléter une déclaration sous sa propre responsabilité effectuer le confinement obligatoire au domicile. Dans la déclaration, on complète si on vient d'un pays ou comme par exemple la Grande-Bretagne, parce que nous, les Roumains, on a beaucoup de Roumains en Grande-Bretagne. Donc, beaucoup se sont retournés, donc il doit compléter une déclaration pour expliquer d'où vient, de quelle ville de Grande-Bretagne. L'accès est un accès autorisé pour toutes les entreprises étrangères, filiales, et les personnes envoyées en Roumanie doivent dire qu'ils n'ont pas de symptômes de Covid. Et aussi, ils doivent prouver qu'ils ont des relations contractuelles entre les pays étrangers avec les entités économiques. Oui, avec une société oui, bon, c'est pas difficile. Je pense que tout le monde peut rentrer. Après, on a des accès autorisés pour tous les fournisseurs d'équipements médicaux, les travailleurs frontaliers, les travailleurs saisonniers dans le domaine agricole et tourisme, et accès autorisé pour les transporteurs internationaux et les chauffeurs de bus, trains, etc. Le transport de marchandises fonctionne normal. Il n'y a pas de problème. Pour la Bulgarie, la même chose, autorisation pour sortir du domicile et voyager dans le pays. Les commerces sont ouverts, restaurants intérieurs et terrasses. Si j'ai bien compris, maintenant, ils ont le droit dans les restaurants 50 personnes, n'est-ce pas, Vesseline? Oui, ce sera à partir du 15 juin. Pour l'instant, il y a une possibilité de remplir 30% des places à l'intérieur et ce sera augmenté à 50%. Ce sera aussi valable pour les théâtres, pour les cinémas et pour d'autres événements culturels. Donc, en même temps, on prolonge l'état épidémiologique jusqu'au fin juin, mais en même temps, les mesures deviennent de plus en plus allégées pour l'instant. Les grandes surfaces sont aussi ouvertes depuis le 1er juin. Les bars, les plages, la mer Noire, le transport en commun fonctionne sans interruption. Et puis voilà, je te laisse continuer. Ok. Oui. La quarantaine, c'est de 14 jours pour les voyageurs venant des pays comme Suède, Royaume-Uni, Belgique, Irlande du Nord, Portugal, Espagne, Malte, Italie et tous les pays tiers à l'exception de la Serbie, Bosnie-Herzégovine et du Monténégro. Pour les Français, depuis le 1er juin, ne sont plus soumis à la quarantaine. C'est les seuls, d'après ce que je vois. Accès sans restriction sur le territoire bulgare pour les personnes suivantes. Les représentants des activités commerciales, exactement comme en Roumanie, économique ou investissement. Les personnes directement alliées à la construction, l'entretien, l'exploitation et la sécurité des infrastructures stratégiques de la Bulgarie. Parce que Bulgarie,
d'après ce que j'ai vu, il y a des projets en cours de construction, de réaménagement des aéroports, etc. La mise en œuvre de projets certifiés au titre de la loi sur l'encouragement d'investissement, analyse des projets d'investisseurs potentiels et d'autres activités importantes pour l'économie du pays, à condition que cela soit attesté par une lettre du ministre de l'économie ou d'un autre ministre responsable pour ces projets. Ensuite, pour la construction et la réparation de navires, comme vous le savez peut-être, Bulgarie, aussi la Roumanie, on a la mer Noire, donc on a beaucoup de transports sur la mer Noire, donc fonction pour l'importation, par exemple, des produits de tous les pays dans le monde. Les travailleurs saisonniers dans le tourisme agricole et dans le tourisme et l'agricole, les travailleurs frontaliers. Après, on a également les transporteurs, les chauffeurs de bus, etc. Le transport de marchandises fonctionne normal. Donc, voilà. Ensuite, on va parler des obligations et des sanctions par rapport aux mesures sanitaires et aux contraintes. Alors, contraintes ou obligations auxquelles doivent se conformer les gens en Roumanie et en Bulgarie. D'accord. Pour la Roumanie, c'est obligatoire de porter un masque dans l'espace clos, transport en commun, lieu de travail et certains commerces, par exemple les supermarchés, les hypermarchés. Quelques hypermarchés, comme... Non, ça, j'ai oublié de dire. Dans les espaces clos, les sociétés, les restaurants doivent respecter la distance sociale de 2 mètres. Mise en place des mesures de prévention pour tous les lieux. Ça veut dire des désinfectants, prise de la température des personnes. Celles qui dépassent plus de 37 degrés sont privées d'accès dans les locaux. Pour ces températures, je veux expliquer un petit peu. Donc, pour toutes les personnes qui rentrent dans les centres commerciaux, ça veut dire hypermarchés et supermarchés. Par exemple, en Roumanie, Cora prend la température, mais d'autres enseignes comme l'enseigne allemande Lidl ne prend plus la température. Donc, c'est un peu différent cette situation. Il y a des sanctions pour le port obligatoire de masque entre 500 RON et 2500 RON pour tous ceux qui refusent le non-port de masque dans les espaces clos. Il y a aussi d'emprisonnement d'1 an à 12 ans pour le non-respect des mesures de prévention. Il y a aussi un emprisonnement de 1 à 5 ans pour l'omission de communiquer aux autorités de santé les informations importantes concernant l'entrée en contact avec une personne susceptible ou diagnostiquée avec la maladie. Pour la Bulgarie, par contre, est obligatoire de porter un masque ou un autre matériel, n'est pas donc une écharpe qui couvre la bouche, le nez dans les espaces clos. Tous les employeurs doivent mettre en place le télétravail. Au cas où cela n'est pas possible, les employeurs doivent assurer toutes les mesures de prévention, désinfectants, distance sociale d'1,7 mètre, des visières, des masques, etc. Les sanctions sont pour les particuliers, donc c'est un peu différent. Pour les particuliers, c'est entre 100 € et 500 €. Et pour les entreprises, entre 250 € et 1 000 €. Pour les personnes infectées et qui refusent de se mettre au confinement, c'est 2 550 €. Ça rigole pas, c'est plus strict que chez nous. Hein. Bon, c'est qu'au début, il avait beaucoup de sanctions. Là, maintenant, on parle beaucoup moins. Mais le début, c'était... Il verbalisait partout. Et il y a des cas, je pense que Vesseline peut le confirmer, déjà, il y a des procès contre des personnes qui ont reçu pas seulement l'amende, mais aussi, pas la peine de prison, mais une période sous contrôle. Hein.
ça ne rigolait pas du tout. Là, tout à fait, maintenant, tout à fait. Au début, au mois de mars, et comme c'était le début, et mois d'avril, les mesures étaient très strictes. Il y avait des policiers qui se promenaient un peu partout dans les zones piétonnes, dans les parcs, parce que c'était interdit à cette époque. Et il y a pas mal de gens à Sofia qui ont pris des sanctions. Les sanctions étaient un peu plus sévères. C'était 5 000 leva, donc 2 500 euros si on se promène dans le parc. Et il y a, je pense qu'il y avait une centaine de personnes qui ont pris des amendes comme ça pendant cette période. Donc, les autorités étaient très strictes sur ce point. Mais maintenant, les amendes ont baissé et les mesures aussi sont plus légères. Même par rapport au port de masque, ce qui a été discuté hier par le gouvernement et c'était annoncé par le Premier ministre hier, c'est que les masques restent obligatoires uniquement dans le transport en commun. Pour tous les lieux clos, le port de masque n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Donc, ça devient de plus en plus allégé par rapport à ces mesures-là. Mais, bien sûr, il faut respecter la distance. Bogdan, vous voulez ajouter quelque chose? J'étais curieux de savoir si en Bulgarie, quand vous vous êtes confronté avec la contestation de l'acte juridique même qui a instauré ces mesures, comme nous avons en Roumanie. Je pense que c'est... Oui. Il y a déjà aussi pas mal de cas de contestation de ces amendes au tribunal. C'est-à-dire des gens qui ont pris des amendes de 5 000 leva, de 2 500 euros pour se promener dans le parc, contestent aussi la base juridique de ces amendes parce qu'ils ont été instaurés par des ordres du ministre de la Santé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de résultat parce que la justice n'est pas si rapide, mais on verra bien. Dans 2 ans. Dans 2 ans, oui. Oui, mais c'est important à le savoir parce que cela nous donne une image sur la réaction sociale par rapport à la dimension des mesures instaurées. Oui. Donc aujourd'hui, on ressent au niveau de la population une vague de mécontentement qui commence à mettre un peu en difficulté l'exécutif. Et ici à Bucarest, on a depuis 2-3 jours des déclarations du président censées à faire passer à assouplir la prolongation, l'acceptation de la prolongation des mesures restrictives. C'est pas encore passé sous forme d'actes juridiques. Il y a des négociations entre les diverses forces politiques pour faire accepter que les mesures soient prolongées. C'est pas décidé encore. Mais bon. Ça, c'est pour donner une image d'ensemble sur comment ces mesures sont reçues par la population au niveau de l'ensemble des 2 pays. Ouais, très intéressant, merci. À noter que Roumanie est en campagne électorale maintenant. Oui, au mois de juin, vous avez des élections. Oui, il y a ça aussi. On a les locales. On a les locales sur lesquelles l'exécutif s'appuie énormément en espérant qu'ainsi ils vont pouvoir forcer peut-être même la dissolution du Parlement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Roumanie, c'est qu'on a un exécutif qui est très ouvert vers des mesures de droite, de mesures de réorganisation, de mesures d'efficacité. Et on a un Parlement qui est peuplé principalement par la force de gauche populiste qui bloque dès qu'ils peuvent l'orientation vers une approche plus ouverte à un développement économique soutenu, si je peux dire. Mais bon, ça c'est... Revenons sur le sujet cœur de notre débat. Merci à vous pour vos interventions. Donc ensuite, on passe, si vous voulez bien, sur la partie chômage technique, chômage partiel, congés médicaux. Comment
comment ça se gère dans les deux pays et quelles sont les aides apportées par l'État pour aider financièrement les entreprises et à prendre en charge donc une partie des salaires. Il y a deux fonctionnements qui se ressemblent un peu dans chacun des deux pays, mais néanmoins, on note des différences sur les taux principalement. Merci Karen. Donc pour la Roumanie, depuis l'entrée en état d'urgence, ça veut dire depuis 16 mars, on a enregistré plus de millions de cas d'indemnisation de chômage technique. Le fonds total pour ces indemnisations était de 579 millions d'euros. Avant, donc, pendant l'état d'urgence, on a eu chômage technique. Ça veut dire 60% pour l'État, 40% pour les employeurs. Ce chômage technique est encore valable pour certains domaines, par exemple Horeca, tourisme et culturel. Mais après 6 juin, on va recevoir d'autres informations parce que Horeca et le culturel sortent de restrictions. Maintenant, depuis la semaine dernière, le ministre du Travail, Madame Violeta Alexandru, a annoncé la signature d'un contrat de financement avec le ministère des Fonds européens. Ça veut dire que tous les paiements seront pris en charge par le ministère. Il y a encore une nouvelle mesure pour la prise en charge, ça veut dire de 41,5 du salaire de base. Salaire de base, ça veut dire le salaire qui est inclus dans les contrats du travail, de salaire brut. Cette mesure est pour les salariés qui sortent du chômage technique d'avant et dont le contrat n'a pas été suspendu plus de 15 jours. En même temps, les employeurs sont obligés de maintenir ce contrat jusqu'à la fin d'année. En même temps aussi, cette mesure est aussi pour soutien l'emploi des personnes de plus de 50 ans pour les jeunes et les citoyens roumains rentrant au pays après avoir perdu leur emploi à l'étranger. Je parle c'est 1 million de personnes qui travaillent à l'extérieur du pays et qui sont revenues pendant l'état d'urgence. Quelques Roumains sont repartis à l'étranger, en Allemagne ou en Allemagne pour l'instant, d'après ce que j'ai compris. Il y a des conditions pour bénéficier de cette mesure de 41,5. Comme j'avais dit, un contrat de travail suspendu pour une période de 15 jours. L'employeur s'oblige de garder les contrats jusqu'à la fin d'année. Et on a une nouvelle loi qui vient de sortir depuis 28 mai pour les congés médicaux. Ça veut dire que tous les salariés bénéficient d'un congé, tous les salariés qui se sont infectés avec coronavirus peuvent bénéficier d'une indemnité à hauteur de 100% de leur salaire. Voilà. La Bulgarie ensuite? Oui, donc en Bulgarie, nous avons des mesures à peu près similaires, si je peux dire. Après la déclaration de l'état d'urgence qui en Bulgarie a commencé le 13 mars, quelques semaines après, le gouvernement a décidé d'aider le business par une aide pour le business qui est le plus touché par cette pandémie. Ils ont instauré les mesures qu'on appelle en Bulgarie les mesures 60-40. 60-40, ça veut dire que l'État rembourse aux employeurs qui sont éligibles pour cette mesure 60% des charges liées au paiement du salaire. Et un peu plus tard, l'État aussi a aidé à compléter cette mesure. Donc, les 60% maintenant
comprennent aussi les cotisations sociales. Donc, toutes les charges pour un employeur à hauteur de 60% sont remboursées par l'État. Ça concerne des employeurs qui ont stoppé totalement leur activité ou qui ont stoppé partiellement leur activité. Ou bien des employeurs qui ont réduit le nombre d'heures à moitié, donc de 8 à 4 heures. Donc, ils peuvent tous bénéficier de cette mesure 60-40. Pas tous les secteurs sont éligibles. Donc, cette mesure s'applique pour le secteur vente au détail. Donc, c'est le commerce, le transport de voyageurs terrestres et aériens, pour les hôtels, donc le secteur hôtelier, dans la restauration, les bars, les cinémas, le tourisme, les organisations d'expositions commerciales et des congrès, l'éducation préscolaire pour les jardins d'enfants, mais uniquement dans le secteur privé, activités artistiques et culturelles et activités de sport. Voilà, tous ces secteurs peuvent bénéficier de cette aide. Donc, les aides s'appliquent pour toute la période d'état d'urgence et maintenant c'est prolongé aussi, mais pour une période qui ne peut pas excéder 3 mois. Donc, on peut bénéficier pendant 3 mois. La procédure consiste en remplissant certains documents, des formulaires qui sont préparés par l'agence de l'emploi bulgare, dans lesquels on donne des informations sur l'activité, le code d'activité de l'employeur, les personnes concernées, leur salaire, etc. Voilà. Et puis, l'employeur paye donc la totalité du salaire au début et il se fait rembourser par l'État dans des délais qui ne sont pas très longs. Donc, je pense que dans 2 semaines, Vladimir peut me corriger. Oui, justement, j'ai quelques chiffres oui. que j'ai marqués, si vous le voulez. Après, je vais les dire après Céline. Oui. Il y a quelque chose d'important, Céline, peut-être il faut dire que aussi, on demande de montrer une baisse d'au minimum 20% de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Et c'est assez ambigu, mais ça, c'est une des règles à respecter, peu importe dans la situation. Tout à fait. Pour bénéficier, il ne faut pas seulement être dans les secteurs éligibles, mais il faut démontrer une baisse de 20% du chiffre d'affaires pour le mois de mars ou avril par rapport à l'année 2019. Donc, ça se démontre bien sûr par un rapport financier pour l'année précédente, voilà, par des documents comptables. Oui, c'est des déclarations de TVA. À la base des déclarations de TVA, ils contrôlent la baisse. Oui. Parce que ça, c'est public et ils ont l'administration, peu importe type d'administration, a l'accès à ces données de chaque entreprise. Oui, voilà. Donc, les employeurs qui bénéficient de ces mesures sont obligés de garder les employés concernés pendant une période qui est au moins égale à la période pendant laquelle ils ont touché les aides. Donc, s'ils ont touché des aides pour 2 mois, à la fin, ils sont obligés de garder les employés minimum pour encore 2 mois. Ça veut dire, bien sûr, dans certains cas, ils peuvent les licencier en cas d'incapacité, de travail, etc. Quand ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations d'emploi. Mais sinon, ils ne peuvent pas les licencier pour des raisons économiques, si vous voulez. Donc, ils sont obligés de les garder. Mais c'est seulement pour une période égale à la période des aides. Une autre exigence aussi, c'est que les employeurs qui bénéficient de ces aides doivent avoir déjà une activité dans l'année 2019. Donc, ce n'est pas
possible de créer maintenant une société ici et de bénéficier de ces aides. Voilà. Si Vladimir veut ajouter quelque chose Oui, sur les chiffres. Comme comptable, je rajoute des chiffres. Hein. Oui. C'est toujours comme ça. C'est un défaut du métier. Ben non, c'est bon, continuez. Voilà, je vais dire les chiffres parce que bien sûr notre collègue a fait ça pour la Roumanie. J'ai les chiffres pour la Bulgarie qui démontrent un tout petit peu que M. Grosso vient de parler de tous ces mouvements sociaux. Et d'ailleurs, les chiffres les démontrent pour la Bulgarie. Moi aussi, ça m'a choqué parce qu'avant-hier, la ministre du Travail, parce que c'est le ministère du Travail qui gère tout ce processus. En fait, c'est un peu bizarre. Les demandes se font auprès des pôles d'emploi. Après, c'est la caisse de retraite qui gère le chômage en Bulgarie, qui paye. En fait, ils ont augmenté ce fonds. Ils ont augmenté le fonds justement d'1,5 milliard de l'EVA, le fonds du chômage. Mais du coup, la ministre vient de sortir le chiffre qui est assez choquant, que jusque le début de cette semaine, ils ont été payés des aides par ce programme 60-40, seulement de 73 millions de l'EVA. Ce qui est relativement peu. Il a été dit que pratiquement ça a aidé à préserver 200 000 emplois en Bulgarie. Le troisième chiffre qui est aussi assez intéressant, que pendant tous ces 3 derniers mois, l'augmentation du chômage en général en Bulgarie, les chômeurs ont augmenté qu'avec 90 000 chômeurs de plus. Ce qui aussi démontre que, on va voir ce qui va suivre, que le coût de tout ce confinement de coronavirus n'est pas si fort au niveau économique. Le petit montant de ces indemnités peut-être s'explique parce qu'on fait des demandes mois par mois. Et comme les pôles d'emploi n'ont jamais travaillé avec autant de documents, il y a un certain retard et c'est sûr que ces aides vont continuer pendant tout l'été. Encore, les entreprises vont recevoir. Par différence de la France, où j'ai eu des amis qui m'ont dit que c'était presque automatique et l'argent venait tout de suite pour le chômage partiel. Ici, quand même, il y a, on va dire, je ne vais pas dire, mais quand même une incapacité administrative de vite gérer les choses. On n'a pas assez de contrôle, ils vérifient. Moi, j'ai eu avec des clients des documents qui, quelquefois, ont été rendus parce qu'il manque un tampon, parce qu'il manque un chiffre, dans une case cochée. Ils sont réactifs, mais quand même, l'argent, ces fameux 1,5 milliard, on va encore un petit moment rêver. Soi-disant, lentement, ils vont rentrer dans l'économie réelle. Sinon, tout ce qui a été dit pour la Roumanie, je confirme pour la Bulgarie. Automatiquement, une personne, j'ai eu malheureusement aussi des personnes proches de moi qui ont eu au tout début le coronavirus, obligatoirement, après la sortie de l'hôpital, ils avaient 28 jours de congé maladie, bien sûr payés par l'État, ils sont restés à la maison. Un chiffre aussi qui montre, qui quand même aussi étouffe un peu la panique. La caisse maladie bulgare vient de faire avant-hier son rapport. Il a été montré que la totalité de l'argent payé par la caisse maladie pour les soins de coronavirus concrètement était seulement 1 300 000 leva. Tout. Les hôpitaux ont reçu ça. Ça veut dire des montants. Au tout début, on nous montrait des fils de cercueil d'Italie. On nous disait qu'il va y avoir des morts dans des rues, le matin, le soir. Et le final, la réalité n'est pas si catastrophique. Peut-être il y a des impacts économiques sur des entreprises, mais la réalité, l'État, en fait, y compris l'État bulgare, à la fin de mois de mai, le budget de l'État bulgare est en excédent budgétaire. Excédent. Pas en déficit. Voilà. Je te laisse, Vesline, si tu veux. Bogdan voulait ajouter quelque chose, je crois. Oui, je pense que ça peut être utile de pointer pour les gens qui nous suivent.
l'impact de ces mesures et je voulais adresser à Vladimir la question, est-ce que vous avez dans la pratique des informations sur le nombre approximatif de jours dans lesquels les aides de l'État ont été reversées aux sociétés qui ont déposé les demandes en ce sens? Si le dossier était, soi-disant, sans faille, sans faute, c'est ce que Vesseling dit, Prêt, 2 accepté. semaines. 2 semaines. 2 semaines, pratiquement, l'argent, il est là. Ça vient automatique. Parce que vous déclarez votre compte bancaire. Bon, c'était l'histoire que certains pôles d'emploi traitaient la loi différemment. Certains, disons, fichier Excel crypté, fichier Excel papier, tamponné, signé, j'ai eu un peu de tout. Jusque que la pratique se fait. D'ailleurs, tout ça se fait par voie électronique. Et vous pouvez adresser des documents électroniques à tous les agents de l'État, même le petit bureau au fin fond de la Bulgarie va recevoir les papiers sans que vous touchiez, vous déplacez. Il y a un portail de contact électronique avec tous les établissements, y compris les hôpitaux, tout. Il y a des dizaines de milliers d'entités, même des médecins, même des avocats, peut-être Vesseling aussi, c'est où vous vous enregistrez et vous recevez des documents avec la sécurité électronique et vous recevez et vous traitez les documents sans voir les personnes. Et je dis, à répondre à votre question, 2 semaines, allez, 2 semaines, si tout est OK. Sinon, voici le bureau est trop petit. J'ai ce problème en ce moment avec un client. Le bureau est beaucoup trop petit. C'est un bureau central à Sofia. Il y a beaucoup de commerce, beaucoup de choses. Et les gens m'ont dit, désolé monsieur, on est débordé et on va confirmer la réception, mais laissez-nous, on a des milliers de dossiers, on est 4 ou 5 personnes. Parce que tout se fait par papier, par commission et on vérifie. Mais dans les meilleurs cas, c'est 2 semaines et vous avez l'argent. Oui, bon, ça ressemble énormément à ce qu'on a en Roumanie. On est toujours dans les 10 jours, 2 semaines. Et quand on a été saisi sur des dossiers de ce type-là, ça a été systématiquement sur des aspects, comme vous le dites, Vladimir, trop de travail, documentation incomplète. Un élément positif et longtemps attendu a été l'ouverture vers l'intégration de l'outil informatique. Aujourd'hui, je pense comme en Bulgarie, on a un texte de loi qui dit que l'administration est obligée à émettre ces documents en forme digitale signée avec signature électronique. Donc, on a franchi le pas vers la digitalisation, cette fois-ci à un niveau législatif, ce qui est très bien, fabuleux pour le bon développement de l'activité économique. Et je vous confirme, dans la pratique, ça fonctionne. Systématiquement, on travaille de cette manière-là et ça marche. Et je conclus en précisant le fait qu'en Roumanie, jusqu'il y a 2 semaines à peu près, pendant toute la durée de l'état d'urgence, aujourd'hui nous sommes en état d'alerte, ce qui est plus calme, mais pendant l'état d'urgence, le tribunal de commerce en Roumanie a fonctionné que par mail. Ils n'ont même pas reçu le courrier avec des documents papier. Et les choses se sont déroulées sans trop de problèmes. Un peu plus de lenteur que d'habitude, 1 jour, 2 jours de plus, mais on est très enchanté de voir que ça marche nickel. Et je conclus. Merci. Merci, Bogdan. Avec plaisir, Karen. On passe à la slide suivante. Anna, je te redonne la parole. Donc, toujours sur les aides de l'État. Donc, en Roumanie, le ministère de l'Économie et du Milieu d'Affaires et d'Énergie a déclaré un fonds non remboursable pour les PME de 1 milliard d'euros. Ce fonds comporte 55 millions d'euros pour les subventions d'investissement, jusqu'à 25 000 par société, 350 millions d'euros de subventions en capital, jusqu'à 200 000 euros pour les entreprises durement touchées par la pandémie. Ça veut dire tourisme, hôtellerie, transport automobile, industrie événementielle. Après, on a 5 millions d'euros de subventions pour toutes les aides allant jusqu'à 2 000 euros pour les entreprises
avec un seul salarié, ça veut dire le micro-entreprise, qui est également actionnaire de la société et qui n'a bénéficié d'aucune aide pendant cette période. Les secteurs bénéficiaires, comme j'avais dit, sont activités de construction, équipement, les activités de construction, donc d'investissement pour achat d'équipements, activités de stockage, soins médicaux et dentaires, collecte et traitement de déchets, vêtements textiles, chaussures, maroquinerie, fabrication d'équipements électroniques pour les hôtels et aussi pour les établissements d'hébergement, l'industrie du bois qui est très importante en Roumanie, surtout la fabrication de meubles, les stations de radio et de télévision, production publicitaire et programmation et conseil informatique. En même temps, le ministre Virgil Popescu a demandé aux sociétés d'approuver d'ici le 15 juin, donc bientôt, leur plan d'investissement à 5 ans pour le pacte vert. Donc, on sait que dans l'Union européenne, on parle de Green Deal. Il s'agit d'investissements de plus de 12 milliards d'euros. Donc, il y aura de 313 millions d'euros pour le PME et les TPE et start-up. L'aide est pour des projets d'investissement de plus d'1 million d'euros. Ça veut dire qu'une société doit avoir un plan d'affaires de minimum 1 million d'euros pour toucher ces fonds. Ensuite, on a encore un fonds européen non remboursable de 15 millions d'euros pour les grands consommateurs d'énergie. Et ça, c'est très important pour la Roumanie, surtout pendant la crise, l'état d'urgence pour l'agroalimentaire. On a les produits laitiers, bière, boulangerie, transformation du bois, industrie lourde. Le délai pour déposer ces dossiers financement dure jusqu'à la fin d'année. Donc, toutes les entreprises peuvent déposer leurs projets jusqu'à la fin d'année. Encore, on parle à télé, médias et même le président Klaus Iohannis de programme Next Generation EU. Ça veut dire le budget de l'Union européenne qui parle maintenant de 1,3 trillion d'euros, 1000 milliards d'euros, quelque chose comme ça. La Roumanie veut absorber plus de 33 milliards d'euros pour ce programme qui tiendra de 2020 jusqu'à 2027. Le président nous a dit que ces fonds vont être investis dans l'infrastructure, parce que l'infrastructure en Roumanie doit réorganiser. Donc, on a beaucoup de travail sur l'infrastructure, le sanitaire et l'économie circulaire, probablement. Voilà, la Bulgarie. Pour la Bulgarie... Bogdan souhaite... Ah oui. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, Bogdan, en fait. Oui, bon, mais je fais attention au bon déroulement de notre échange. Hein. C'est, comme disait Vladimir, on échange, mais au niveau contact humain direct, ça change beaucoup. C'est vrai. Donc, je reviens et j'apporte une petite information pratique. Notre client qui représente la plus grande enseigne de fabricants du matériel pour les travaux publics vient de conclure le mois mai comme étant son meilleur mois depuis qu'il existe. Ils sont en Roumanie depuis les années depuis 96 et il vient de signer le plus gros contrat qu'ils ont jamais signé, parce que l'un des acteurs majeurs dans l'infrastructure, dans les travaux publics concernant l'infrastructure, a pris la décision de prendre de l'outillage comme il n'a jamais fait jusqu'à maintenant.
Donc, c'est une information pratique et très récente qui démontre qu'aujourd'hui, la Roumanie s'est engagée réellement vers le développement de son infrastructure et que ça se voit. Ce n'est plus des projets, ce n'est plus des échanges à la télé ou entre les politiques. Aujourd'hui, on voit des hommes d'affaires proéminents roumains qui ont mis l'argent sur la table, qui ont signé les contrats et qui se font livrer et qui se préparent pour travailler dans l'infrastructure. Je ne peux pas aller dans des détails concrets, mais je peux vous dire que les vendeurs ont encaissé l'argent. D'accord. D'accord. Donc, si on se pose la question venir ou pas en Roumanie, eh ben, si vous êtes pour venir impacter l'infrastructure, dépêchez-vous. C'est le moment. Merci Bogdan. Tout. Merci Bogdan. Vladimir, est-ce que tu peux parler des détails en Bulgarie? Non, je ne t'entends pas. Pardon, désolé, pardon, tu veux que je parle pour Non, je voulais demander si Vesseline, excuse-moi Vladimir. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez les deux. Oui. Alors, mais on peut dire la même chose. Désolé Vesseline pour répondre aussi, pour dire aussi un peu plus ce que vient de dire de Bogdan. Aussi en Bulgarie, pendant tout cet état d'urgence, situation sanitaire, les travaux publics ont travaillé à fond, rien ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, justement, l'une des clusters de contamination de coronavirus, c'est la fameuse chantier de gazoduc entre la Turquie, passant par la Bulgarie jusqu'à la Serbie. C'est des ouvriers russes qui sont sur ce chantier-là, qui ont ramené le coronavirus de la Russie. Et il était enfermé, mais ça se construit. Et la première visite entre deux chefs d'État, le premier qui est arrivé en Bulgarie après la période de confinement, c'était le président serbe pour voir jusqu'où est construit le gazoduc et quand est-ce qu'il va y arriver jusqu'à la Serbie. La construction de l'autoroute du Nord, comme l'autoroute vers la Grèce continue, et il a été ouvert le fameux projet de tunnel sous le Balkan, le plus grand tunnel de la Bulgarie, qui va coûter 250 millions d'euros. Le tunnel du Chipka. Le marché public est ouvert et je pense qu'il y a déjà les participants qui sera relié à la Bulgarie du Nord et à la Bulgarie du Sud. Un grand problème du pays. Voilà, après, je laisse la parole à Vesseline qui va parler justement pour ces mesures parce que c'est les TPE et les PME qui font vivre un pays et qui aident au développement du pays. Les grosses vont toujours trouver du travail. Hein. C'est ceux qui souffrent le plus. Voilà, je te laisse Vesseline, désolé. Merci Vladimir. Oui, donc en Bulgarie aussi, notre gouvernement fait des efforts pour aider les micro et petites et moyennes entreprises. Donc, il y a plusieurs schémas de financement. Par exemple, pour les micro et petites entreprises, on donne des aides. Ce n'est pas exactement des aides parce que c'est quand même des… OK, on va les appeler des aides, des subventions. Entre 3 000 et 10 000 leva. Il faut répondre à certains critères, donc avoir moins de 50 employés, avoir une baisse d'activité de 20% par rapport à l'année précédente. 2019, on prend une moyenne pour l'année 2019 et on compare avec le mois d'avril 2020. Donc, il faut démontrer une baisse de 20%. Donc, ce n'est pas une très grande aide, mais pour une petite entreprise, le but, c'est de couvrir certains besoins de loyer, de consommables, des matières premières, etc. Donc, c'est entre 1 500 € et 5 000 € à peu près. Vous vouliez dire quoi tout à l'heure, Vesseline, qu'en fait, ce n'était pas réellement des subventions et plutôt des avances remboursables? Non, ça c'est pour une autre… en fait, ça c'est des subventions. Ça dont je parle, c'est des subventions. Mais je vais parler aussi d'une autre mesure
qui est différente. Mais ça, c'est des subventions. Donc, ça, ce n'est pas remboursable. Donc, c'est une aide, c'est une subvention pour les micro et petites entreprises qui sont touchées par la pandémie. Il y a une autre mesure nous avons une banque en Bulgarie, à part la Banque nationale de la Bulgarie, il y a une banque qui s'appelle la Banque bulgare pour le développement. Et donc, cette banque met en place des fonds qui seront distribués à toutes les banques commerciales qui veulent participer dans ce schéma. Et je pense qu'à ce jour, il y a au moins 12 ou 13 banques qui participent. Et donc, ce sont des fonds qui seront prêtés aux entreprises, mais à un taux faible, donc un taux qui est inférieur au taux du marché. Et donc, la Banque bulgare de développement propose aussi, dans certains cas, de se porter garant pour les entreprises qui ne peuvent pas garantir ces prêts d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, ça c'est tout ça c'est des aides, des subventions ou, comme je dis, pas tout à fait des aides, mais des prêts avec un taux très faible. Donc c'est toujours une aide pour une période assez longue. Je pense que ça peut aller jusqu'aux 15 ans ou 20 ans de remboursement. Donc voilà, à part ces mesures financières, l'État bulgare aussi prévoit des aides spécifiques pour certains secteurs, par exemple dans le secteur du tourisme, pour les tour opérateurs, comme on les appelle ici, les agences touristiques. On offre une aide qui est de 35 € par place dans les avions s'ils organisent des voyages, des charters envers la Bulgarie. Donc, les États vont les subventionner pendant une période qui peut aller jusqu'à 2 ans après la fin de l'état d'urgence, donc après le 13 mai 2020. Voilà, sinon d'autres mesures pour protéger plutôt les producteurs, les producteurs locaux. Ce qu'on a instauré ici en Bulgarie, ça concerne surtout les grandes surfaces, les hypermarchés qui ont des magasins dans plus de 3 régions en Bulgarie. On les a obligés en ce qui concerne les produits laitiers, d'offrir aux clients un minimum de 90% des produits laitiers doivent être d'origine bulgare. Et ça, c'est une mesure pour protéger les producteurs locaux ici en Bulgarie. On va y revenir dans les slides tout à l'heure sur l'agroalimentaire. D'accord, ok. Voilà. Donc, pour ce qui est spécifique, et lié à cette pandémie, c'est ça. Sinon, pour l'agroalimentaire, on va parler aussi du fonds agriculture, etc., qui aide les entreprises, mais ça, c'est plutôt quelque chose qui est standard, c'est-à-dire ce n'est pas lié à la pandémie. Et bien sûr, pour finir sur ce sujet, une mesure qui a été prise, c'était de baisser la TVA dans certains secteurs. En Bulgarie, la TVA le taux standard est de 20%. Et à partir du 1er juillet, le gouvernement a décidé de baisser le taux de TVA à 9%, ce qui est une réduction de plus de 50%. Pour les services dans le secteur de restauration
et catering pour ce qui concerne les livres. Et là, ils sont en train de discuter. Je pense que ce sera aussi voté pour tous les produits bébés. Donc, pour tout ce qui est nourriture, vêtements, etc. pour les bébés. Et ces mesures, cette baisse de TVA va durer pour l'instant et déclarée jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. Merci. Donc, état des lieux économiques. Maintenant, un petit panorama rapide sur les échanges commerciaux, enfin sur le commerce international, notamment des biens sur les 4 premiers mois de l'année. Bon, pour le premier trimestre 2020, on a eu les exportations se sont élevées à peu près à 20 000 millions d'euros et les importations à 26 000 millions d'euros. Aussi, l'exportation ont diminué avec 13,3% et les importations ont diminué avec 7,4% par rapport à l'année précédente pour la même période. Pour le premier trimestre 2019, le déficit de la balance commerciale sur la période premier trimestre 2020 était de 6,7 millions d'euros, supérieur de 974,2 millions d'euros à celui enregistré sur la période du premier trimestre de l'année passée. En avril 2020, les exportations se sont élevées à 2 933,7 millions d'euros et les importations à 4 566,7 millions d'euros, soit un déficit de 1 633 millions d'euros. Par rapport à avril 2019, les exportations en avril 2020 ont diminué avec 47% dans les exportations, 47%, et les importations ont diminué avec 34%. Pendant le premier trimestre 2020, les parts importantes de la structure des exportations et importations sont détenues par des groupes de produits comme les machines et les matériels de transport, 46,6% pour l'exportation et 35,2% pour l'importation. Et d'autres produits manufacturiers, 30,6% pour l'exportation et 29,6% pour les importations. Donc, en général, la valeur des échanges intra-l'Union européenne de marchandises au cours du premier trimestre 2020 était de 14 372,4 millions pour les expéditions et 19,043,3 millions d'euros pour l'introduction. Ça veut dire 71,9% des exportations totales et 73% des importations totales. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu. Voilà. Et pour la Bulgarie, vous avez des questions? Oui, mon micro a été coupé, pardon, du coup, on ne m'a pas entendu. S'il y a des questions côté participants, surtout n'hésitez pas. Vous avez peut-être des choses que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez que l'on revienne ou que l'on approfondisse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser le petit module questions-réponses ou à demander la parole et je vous la donne pour que l'on puisse échanger. Visiblement, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, je vais passer au slide suivant. Donc, même chose, mais pour la Bulgarie, commerce international des biens. Alors là, seulement sur les deux premiers mois. Oui, pour la moitié du trimestre, on a l'exportation de janvier-février 2020. Les exportations bulgares de l'Union européenne ont augmenté avec 4,3% par rapport à l'année précédente, janvier-février 2009, et se sont élevées à 6 377,6 millions de leva. Ça veut dire 3 200 000 millions d'euros.
Les partenaires commerciaux de la Bulgarie pendant cette période pour les exportations sont Allemagne, Roumanie, Italie, Grèce, Belgique et France, et qui représentent 70,3% des exportations vers les États membres de l'Union européenne. En février 2020, les exportations vers l'Union européenne ont augmenté de 44,1% par rapport au mois correspondant dans l'année précédente et s'élève à 1 623 millions d'euros. Ensuite, par rapport à janvier-février 2009, la plus forte croissance d'exportation de la Bulgarie vers l'Union européenne était pour les boissons et tabac 44,4%, les huiles animales et végétales, graisses et cire 32,%. Oui. La baisse la plus notable était pour les aliments et animaux vivants. Ça veut dire 11,6%. Donc, et les importations janvier-février 2020, donc les importations bulgares en provenance de l'Union européenne entre janvier et février 2009 augmentaient avec 3,2% par rapport à 2019. Et le total était de 3 217 millions d'euros. La provenance de marchandises est d'Allemagne, Roumanie, Italie, Grèce et Hongrie. En février 2020, les importations bulgares en provenance de l'État de membre de l'Union européenne ont augmenté de 1,4% par rapport à janvier-février 2019 et s'élevait à 1 639 000 millions d'euros. La plus forte croissance de l'importation a été pour les combustibles minéraux, lubrifiants, matières connexes, 101,7%, tandis qu'une baisse n'a été observée que dans la section des matières brutes non comestibles, sauf le carburant qui est 48,1%. Je ne vois toujours pas de questions, donc on va passer à l'étape suivante. Donc là, on arrive dans une analyse un peu plus sectorielle sur l'agroalimentaire. Je te laisse la parole, Anne. Ah, d'accord. Donc, le secteur agroalimentaire en Roumanie. Bien sûr, la crise et la panique du Covid accéléraient vraiment la transition vers des chaînes hypermarchés, supermarchés, vers les ventes en ligne et livraison à domicile. Beaucoup de supermarchés, hypermarchés ont conclu de contrats avec les sociétés de livraison connues en Roumanie, Glovo et Foodpanda. Foodpanda, c'est connu aussi international. On a observé aussi un comportement du consommateur roumain qui a changé un petit peu pendant la crise et que je pense qu'il ne va pas revenir en arrière. Les Roumains ont commencé à cuisiner à la maison parce qu'avant, tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des personnes prenaient leurs plats dans des restaurants. Ils ont appris de moins gaspiller et maintenant, avec la cuisine à la maison, ils vont choisir des produits de qualité. Certains entrepreneurs de l'industrie alimentaire réorientent leurs activités, reconsidèrent leur business dans le futur proche. Ça veut dire les sociétés qui sont dans la transformation de la viande. Beaucoup d'entre eux se lancent dans de l'ouverture des boutiques spécialisées. J'avais entendu un entrepreneur roumain qui va commencer dès le septembre, malgré la crise. L'industrie alimentaire et boissons est le plus grand employeur en Roumanie, environ 200 000 personnes. Pendant la crise, on a eu et on a toujours une pénurie de carcasses de porc à cause de la peste porcine arrivée il y a 3 ans. Je suppose que c'est la même chose aussi en Bulgarie. Les producteurs roumains ne peuvent pas fournir que 30% du porc nécessaire à la consommation. Donc,
avant, la Roumanie importait du porc de provenance de Chine. Le reste de 70% est importé, comme j'ai dit, de Chine ou d'autres pays. Il y a aussi un intérêt de la part de consommateurs pour la nourriture naturelle et saine. Donc, les produits bio commencent à se développer en Roumanie. Carrefour a lancé sa deuxième édition du programme bio il y a un mois. Malheureusement, la production roumaine en agriculture bio est très faible, environ 10 000 agriculteurs. Il y a aussi un besoin important de pommes de terre. Même si la Roumanie, on dit que c'est le troisième producteur de l'Union européenne de pommes de terre, elle n'arrive pas à assurer le nécessaire de consommation pour la population. Donc, on importe 60% de pommes de terre. Pour l'instant, le nécessaire est couvert pour la période de l'été, mais à partir de septembre, les sociétés vont commencer à importer de pommes de terre. Et je sais qu'en Bretagne, il y a beaucoup de sociétés bretonnes qui cultivent la pomme de terre. Okay. La Roumanie est victime de la sécheresse. Donc, les cultures de céréales ont souffert cette année, mais ils souffrent depuis 2 ans. Là, je dois notifier quelque chose. Il y a eu, pendant l'entrée dans l'état d'urgence le 16 mars, pendant une semaine, les exportations se sont arrêtées pour les céréales. Mais maintenant, c'est normal. Donc, on exporte des céréales. Donc, on lève ça. Ouais. D'accord. Bulgarie maintenant. Pour la Bulgarie, donc on a des aides à l'agriculture. Tu veux parler, Céline, de ça ou pas? Je peux donner ou tu peux ajouter après. Un peu des informations sur le fonds agriculture, si vous voulez. Mais pour les statistiques que tu as préparées, je te laisse expliquer. Ok. En Bulgarie, on a des aides en agriculture, un total de 71,56 millions d'euros. On a pour le stockage de produits laitiers, stockage de 899 tonnes pour une période entre 80 et 180 jours, soit 22% de plus que le quota de 2016. Le montant du soutien inclut également le coût de stockage de 15,57 par tonne et 0,40 tonnes. Il faut stocker minimum 15 tonnes pour être éligible et l'autorisation est temporaire uniquement pour 6 mois. Ensuite, on a des aides pour différents secteurs de l'agriculture. Ça veut dire pour la production des légumes, on a une aide supplémentaire de 25 € par hectare. Pour les zones désavantagées, ça veut dire il y a aujourd'hui en Bulgarie 3644 agriculteurs. On a encore pour la pêche et aquaculture 16 millions d'euros. Excuse-moi, Anna, je te coupe. Les 3644 agriculteurs, ce n'est pas le total, évidemment, c'est juste le nombre d'agriculteurs pour les zones désavantagées. Pour la zone désavantagée, on est d'accord. Uniquement pour la zone désavantagée, qui compte 3640 agriculteurs. D'accord. Ensuite, pour la production de raisins, pour les services de distillation et stockage, il y a 511,297 €. Pour la vente des légumes sous serre, il y a 2,5 millions d'euros pour les petits magasins locaux. Et pour la viande des petits ruminants, 200 000 € par abattoir pour une durée de 3 ans. Et également, toutes ces aides s'adressent aux PME et grandes sociétés. Après, on a des aides pour les investissements dans l'agriculture. On a 22 millions d'euros pour prévenir les catastrophes climatiques, sécurité alimentaire, ça veut dire les maladies,
les éleveurs pourront acheter des installations de désinfection, des clôtures, etc. Il y a aussi des 30 millions d'euros d'investissement dans les fermes et 8 millions d'euros pour restauration des terres. Donc, et encore, il y a cette chose que je veux, toi, que j'explique un petit peu sur les produits laitiers. Oui, avant ça, je vais juste ajouter qu'en Bulgarie, nous avons en place un fonds agricole, fonds agriculture, qui est ménagé par le ministère de l'Agriculture et qui gère en fait tous les paiements envers les agriculteurs en Bulgarie. Ces agriculteurs doivent s'enregistrer, bien sûr, donc ils peuvent être des personnes physiques ou personnes morales, des sociétés, donc doivent s'enregistrer et doivent acheter des terres en Bulgarie parce que pour être éligible pour une subvention, il faut avoir un minimum de 0,5 hectares de terres cultivées ou cultivables. Donc, les activités qui sont financées en plus de ce que tu as dit ici, c'est toutes les activités de cultivation des terres, investissement dans l'infrastructure, dans l'agriculture, etc. Élevage des animaux, etc. aussi. Donc, si après il y a des questions, je peux répondre. Il y a des différents programmes, par exemple pour les jeunes agriculteurs. Il y a des programmes qui payent sur unité de surface du terrain. Il y a des régimes de soutien qui sont liés à la production. Il y a des régimes pour les petits agriculteurs. Et puis, il y a aussi un paiement spécial pour la culture coton. Voilà. Et maintenant, pour passer à ce que j'avais dit tout à l'heure, donc pour aider un peu les producteurs locaux, donc le gouvernement a instauré cette mesure pour les grands marchés, pour les grandes surfaces, qui les oblige de vendre 90% de leurs produits laitiers doivent être issus de l'agriculture bulgare, c'est-à-dire de production locale. Et cette mesure, c'est jusqu'au 31 décembre 2020. Ça ne veut pas dire que l'importation de produits laitiers d'étrangers est interdite. Non, pas du tout. Donc, des produits étrangers peuvent être importés, mais ils peuvent être vendus dans les autres magasins, dans les petits et moyens magasins, pas dans les grandes surfaces. Ils peuvent vendre juste 10% de produits laitiers étrangers. Voilà. Alors, je ne vois pas de questions. Toujours pas de questions côté participants? A priori, non. Donc, je passe au sujet suivant. Donc là, Anna, tu nous donnes en fait les 5 principaux nouveaux secteurs qui ont le vent en poupe en ce moment. Je te laisse décrire ces 5 secteurs. Comme j'avais dit, il y a pendant la crise, beaucoup de sociétés, même le gouvernement, ils ont réorganisé, ils repensent comment les choses vont être dans le futur. Et maintenant, on voit une accélération du développement de GovTech, ça veut dire le gouvernement passe à la digitalisation. Après, on a la cybersécurité, accélération des services en ligne, comme en Roumanie, mais aussi en Bulgarie. Le e-commerce était vraiment développé, donc beaucoup de ventes en ligne, etc. Donc, avec la cyber, on a besoin de solutions
cybersécurité et qui va augmenter au niveau des entreprises et dans une industrie. De plus, beaucoup de sociétés dans le numérique secteur qui avaient géré la crise vont continuer en télétravail. On a encore qui se développe, qui était testé pendant l'état d'urgence, la télémédecine. En Roumanie, il y a une seule société au capital anglais qui a ce type de service télémédecine. Mais en parallèle, pendant la crise, il y a eu des cliniques privées qui ont développé ce système de télémédecine. Donc, ce secteur est en train de se développer en Roumanie. Après, on a le service de courrier rapide qui a eu une forte demande pendant la crise. En 2009, le marché de services de courrier rapide était environ d'1 milliard d'euros. 2019. 19, oui. Oui. Et cette année pourrait croître de 20 à 30%. De sorte qu'en Roumanie, il y a 150 entreprises dans le domaine de services de courrier. Donc, en 2020 est estimé le marché à 1,3 milliard d'euros. Évidemment, c'est tout à fait logique par rapport à Oui. l'augmentation des ventes en e-commerce. Hein, les deux sont liés, oui. évidemment. Et le commerce y est lié aussi. J'aimerais bien expliquer que le marché du e-commerce en Roumanie fonctionne très bien et en plein développement. Donc, le marché en 2019 était estimé à 4,3 milliards d'euros. Et pour 2000, oui. Et dans le cas de processus de paiement, pour les paiements en ligne, tous les produits et services achetés en ligne ont entraîné une augmentation en série de leurs revenus. Pour 2020, les attentes sont très élevées dans le commerce électronique et la crise de santé publique actuelle a encore modifié le comportement d'achat. Là, au cours des prochaines années, la plupart des sociétés et des grandes marques de distribution traditionnelles devraient accélérer leurs investissements dans le domaine en ligne et encouragés par de nouvelles tendances de consommation. En même temps, de nombreux autres magazines en ligne s'ouvriront parmi les PME, dont beaucoup cibleront le marché européen et même mondial. Je vais expliquer plus en détail les commerces dans le secteur porteur. Oui. Ici, c'est juste, je l'ai énuméré, donc je n'ai pas de chiffres. Pour la Bulgarie, on a des prévisions et d'investissements. Donc, l'agriculture, cette année, la ministre d'Agriculture a annoncé qu'elle prévoit de récolter 5 millions de tonnes de blé malgré la sécheresse. Dans l'énergie, l'État, le gouvernement bulgare créera sa propre compagnie pétrolière pour desservir plus de 100 stations de service dans le pays. Après, on a la capitale de Sofia, renommée dans l'Europe de l'Est, une ville intelligente, qui a un budget annuel vraiment impressionnant cette année de 884 millions d'euros. La deuxième plus grande ville de Bulgarie, Plovdiv, a un budget beaucoup plus faible, à 175 millions d'euros, ce qui montre bien évidemment que Sofia n'est pas seulement la plus grande, mais aussi la ville bulgare la plus puissante sur le plan économique. Donc, en général, par rapport à la Roumanie, on a beaucoup de villes, comment dire, sectorielles. Par exemple, l'ouest du pays en Roumanie, c'est beaucoup concentré sur l'automobile, l'IT, le numérique, etc. Le sud, c'est sur l'agriculture et le centre et le nord du pays sur l'agroalimentaire. Tant qu'à Bulgarie,
on a le centre économique à Sofia, même si les industries sont applaudies pour d'autres villes qui sont au bord, à la frontière avec la Roumanie. Mais toutes les décisions sont prises à Sofia. Donc, presque toutes les importantes sociétés ont des locaux à Sofia, même si leurs usines sont applaudies, par exemple. Donc, des investissements assez importants dans la capitale de Sofia. Sofia est en train de construire 9 jardins d'enfants, de crèches, 6 écoles et d'autres 4 écoles, 7 jardins d'enfants pour un montant de 20 millions d'euros. Donc, beaucoup d'argent investi dans la capitale cette année. Il y a eu des appels d'offres pour le transport aérien et qui étaient importés déjà. Le montant total, c'est 12 millions d'euros pour l'aménagement des aéroports au bord de la mer Noire, Varna et Burgas. Comme vous le savez, le tourisme en Bulgarie est très connu et était très développé. Cette année, souffre beaucoup. Après, on a de la construction des machines et équipements, 122 millions d'investissements dans l'industrie manufacturière depuis le premier trimestre 2020. Est-ce que je peux en rajouter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Parce que peut-être c'est une nouvelle, Vesseline va me soutenir, c'est une nouvelle vraiment d'il y a 2 jours. La fameuse concession de l'aéroport de Sofia. Après tous les litiges, ça y est, le gagnant final, il est là. En premier, celui qui a été classé, c'est un fonds d'investissement français qui s'appelle Magellan, plus l'aéroport de Munich. Le contrat sera signé au début du mois de juillet. Selon le contrat, il va être payé un montant au moment de la signature du contrat de 225 millions d'euros qui seront versés au gouvernement pour l'aéroport, pour la concession de l'aéroport de Sofia. Et bien sûr, il y a plein de détails pour des investissements pour reconstruire le fameux terminal 1 et d'agrandir l'aéroport de Sofia. Aujourd'hui, même s'il est nouveau, le deuxième terminal, c'est déjà saturé. Bon, on ne parle pas de l'impact du coronavirus. Justement, tu viens de parler pour le tourisme. Les statistiques de l'année passée, de l'année 2019, c'était 9 millions de touristes sur une population qui fait à peu près 7 millions d'habitants. Alors ça, c'est le dernier, c'est un investissement français. Malheureusement, pour le dire, c'est par la grosse différence de la Roumanie. On n'aura plus des vols Sofia-Paris desservis par Air France. Et voilà, c'est déjà peut-être un petit souci, même s'il y a des vols de la compagnie aérienne locale, mais Air France ne sera plus pour des guides. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Pour cette année 2020, il n'y aura pas des vols desservis par Air France. C'est la compagnie aérienne bulgare qui va desservir la destination Sofia-Paris et bien sûr d'autres low cost qui existent sur plein d'autres villes de France. Voilà, ça c'était au niveau économique. C'était une nouvelle d'il y a 2 jours. Il y a 2-3 jours, le ministre du Transport a annoncé que tout s'est terminé, le contrat sera signé. Voilà, mais c'est encore des fonds d'investissement français qui est à l'aéroport de Sofia. Voilà, c'est tout. On peut continuer. Merci pour la précision. Bon, évidemment, tous ces projets d'investissement là, vont générer des besoins de services, d'expertise. Donc, il y a des places à prendre certainement encore pour les sociétés bretonnes qui pourraient répondre aux différents besoins dans ces différents domaines. Donc, ensuite, on revient sur les villes intelligentes en Roumanie. Là aussi, il y aura énormément de besoins pour fournir en différents services ces villes intelligentes. Je te laisse expliquer, Anna, mais tu nous disais que la Roumanie est vraiment fervente de toutes les nouvelles technologies pour les smart cities dans différents domaines que tu énumères ici. Mais il y a vraiment des solutions qui sont recherchées. Et là aussi, évidemment, on a en Bretagne la ressource et les compétences pour répondre à ces besoins-là.
Donc oui, les villes intelligentes, c'est un plein essor en Roumanie. En 2019, le marché des villes intelligentes a été approprié 330 projets dans 49 villes. Maintenant, cette année, il y a encore de discussions. Il y a des milliards d'euros. Je n'ai pas mis les chiffres pour chaque ville parce que c'est vraiment il y a beaucoup de choses à dire sur les villes intelligentes, mais beaucoup de milliards d'euros se sont investis. Sont pas vraiment des fonds d'État, sont des fonds des financements des mairies, des villes, des fonds européens ou des fonds des entreprises privées implantées dans la ville respective ou avec l'aide des États comme États-Unis. Les solutions les plus recherchées, et je pense que c'est partout dans le monde, sont l'éclairage public. C'est le premier, le stationnement intelligent, donc pour les voitures électriques, la surveillance vidéo, la fourniture de services Wi-Fi public également, les systèmes de gestion du trafic, la gestion de déchets qui, malgré la Roumanie, n'est pas vraiment organisée et peu développée, les capteurs environnementaux. On a en Roumanie, comme j'avais dit, je sais pas, la société pétrolière autrichienne OMV qui a racheté la société roumaine Petrom et qui, eux, sont des promoteurs de l'économie circulaire, donc aussi de ça. Et ils ont dans l'intérieur de leur bâtiment des capteurs environnementaux pour surveiller la qualité de l'air. Ça, c'est très important et je pense que c'est en train de se développer en Roumanie, même dans des sociétés normales, dans des entreprises normales. Voilà. Excuse-moi, on reste par rapport aux smart cities et à ces villes intelligentes. Là, est-ce qu'il y a une montée de la RSE également Excuse-moi? En Roumanie? RSE. J'ai pas compris, excuse-moi. En France, il y a ce qu'on appelle la RSE qui se développe beaucoup dans les entreprises. Est-ce que c'est le cas également en Roumanie et en Bulgarie? En train de se développer, Il y a que les grands groupes étrangers qui ont déjà utiliser dans leur pays d'origine et sont en train de le mettre en Roumanie. Par exemple, j'ai donné un exemple de OMV qui est une société autrichienne qui a commencé à mettre des choses comme j'avais dit. Donc, est en train de se développer. Après, on a des acteurs très connus, Siemens, Cisco, ST, mais d'autres sociétés. Ici, il y aura besoin de la part des sociétés étrangères, surtout pour l'éclairage public, pour la surveillance vidéo et fourniture de services. Normalement, dans les villes intelligentes, il y a des appels d'offres. Donc, la mairie soumet un appel d'offres. Et les sociétés roumaines ne sont pas capables de répondre entièrement à l'appel d'offres. Donc, on doit trouver des partenaires ou sont de petite taille. Donc, ce domaine nécessite beaucoup de collaborations entre partenaires étrangers et partenaires roumains. Encore, j'ai mis un petit classement des solutions intelligentes en Roumanie. On a le Smart Living, qui est 74 projets, le Smart Gouvernement qui va se développer suite à la crise qui est arrivée cette année. Donc, comme a expliqué notre avocat Grosso, l'État est en train de digitaliser tout, presque tout. Donc, en 2019, il y a eu 71 projets. Il y a le Smart Economic qui a 58 projets. Smart Mobilité qui est vraiment important donc pour les stations de service et même pour les bus électriques. Je sais que beaucoup de villes ils ont racheté des bus électriques. On a acheté depuis de Turquie.
On a le Smart Environnement avec 300 projets et Smart People qui est 19 projets. Dans un secteur vraiment en plein développement. Les projets de toutes ces villes-là, parce qu'en Roumanie, donc, contrairement à la Bulgarie où tout est concentré, si on peut dire, sur Sofia, en Roumanie, donc, chaque ville est autonome, a ses propres budgets et finance ses propres budgets, même si tu l'as dit, il y a des aides extérieures par des financements d'autres États ou des financements privés. Mais où est-ce qu'on peut trouver les différents appels d'offres par rapport aux différents projets des villes? Il y a des sites, chaque ville a un site web sur lequel on peut trouver les appels d'offres et auxquels on peut répondre. Sur les sites de ville, on ne trouve pas vraiment. On trouve, oui, mais un peu trop tard. Donc, il y a une plateforme appel d'offres en Roumanie qu'on peut trouver. Tu pourras me donner le lien, puis je rajouterai ça au slide. Oui. Et je veux expliquer pourquoi les villes intelligentes sont en plein développement en Roumanie. Quand j'avais expliqué en Roumanie, les secteurs porteurs sont ciblés dans différentes villes de la Roumanie. Quand j'ai expliqué la part de l'ouest du pays, c'est le numérique, l'automobile, les parts de l'automobile, etc. Donc, les sociétés étrangères et les sociétés roumaines participent au fonds pour ce développement de Smart Mobility, par exemple, ou Smart Government. Donc, c'est en fonction où sont les sociétés, où sont les sociétés situées. Donc, s'il y a des investissements à Bucarest, il y aura beaucoup plus de projets. Et on a aussi mis les stations de 5G pas encore démarrées. Donc, il est en train de se développer parce que ces villes intelligentes ont besoin de 5G. D'accord. Je le rajouterai aussi dans cette partie-là. Alors ensuite, un petit mot sur les secteurs porteurs en Roumanie. Bon, tu les as déjà évoqués, mais là, tu y viens un peu plus en détail, donc sur le e-commerce, le numérique, et puis le e-commerce et le numérique. Pardon, j'avais un souci dans le passage de slide. Donc, pour les commerces, comme j'avais dit, cette année est estimée à plus 5 milliards d'euros. Par rapport à l'année précédente, c'était 4,5 milliards d'euros. Une hausse de 17% des ventes locales effectuées en ligne, d'après les données de l'Association roumaine des magazines en ligne. Le principal membre de e-commerce qui est aussi présent en Bulgarie, c'est EMAG. Il y en a encore d'autres, mais EMAG est vraiment le plus grand. Leader. Le leader, oui. Donc, c'est roumain, donc au capitaux roumain. En 2019, le taux de croissance des ventes en ligne a ralenti à 20% contre les 30% en 2018. Ils disent que cette année sera réduite, mais c'est pas augmenté. L'estimation de 4,3 milliards d'euros pour l'année dernière comprend toutes les transactions générées en Roumanie à la fois pour les commerçants nationaux et par les magasins en ligne à l'extérieur du pays. Ça veut dire des sociétés qui vendent aussi à l'étranger. Voilà, le fameux numérique en Roumanie qui, je pense, est très connu dans l'Europe et Bulgarie aussi. Et vraiment, c'est, je pense, un des seuls qui était stable et se développait pendant la crise. Le marché du secteur numérique a enregistré en 2019 6 milliards d'euros. Il y a des prévisions de la part de l'agence informatique qui disent que la croissance annuelle du marché atteignait cette année d'ici 2022 avec 25%.
respectivement au volume de 7,3 milliards d'euros. La Roumanie est le deuxième plus grand fournisseur de logiciels et de services de la région après la Pologne et dans le top 10 de tous les pays européens. Donc, comme j'avais dit, la crise du Covid a accéléré la demande de la consommation de solutions numériques dans le gouvernement, dans les entreprises. Donc, le commerce, le e-commerce, le détail. Il y a aussi pour le ministère d'éducation qu'ils ont monté des plateformes pour les élèves. On les appelle EduTech. Et santé, on parle qui peut rentrer aussi la télémédecine et voilà, les jeux vidéo. À moyen et à long terme, nous allons voir une augmentation vraiment des projets de transformation numérique au niveau des entreprises, mais aussi dans les industries. Il y a cette industrie qui est en train de se développer en Roumanie et qu'on l'appelle mondialement 4.0. Pendant la crise, on a observé que dans le secteur électronique, beaucoup de sociétés ont commencé à construire des entrepôts pour importer les nouvelles technologies qui rentrent dans l'industrie 4.0. Cette technologie, on le trouve aussi dans les villes intelligentes. Donc, la 3D, etc. Donc, voilà. Merci. Et on a... Oui. Non, je t'en prie, je t'en prie. Oui, excuse-moi. Et on a quelques informations sur l'investissement étranger pour cette année. Donc, les investissements, malgré la crise, en Bulgarie, ils ont augmenté avec 100 millions d'euros au premier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. Fin mars, plus de 250 millions d'euros étaient investis dans l'économie bulgare. En raison de la pandémie, l'achat des titres d'État a triplé. Le réinvestissement représente la part la plus importante en Bulgarie, soit 180 millions d'euros. Au lieu de retirer leurs bénéfices, les investisseurs les ont laissés dans leur division bulgare. Ce qui est intéressant parce que la Bulgarie est en train d'adopter l'euro bientôt, on ne sait pas quand, cette année, à la fin de cette année ou au début de 2020. La plupart des investissements étrangers, soit 122 millions d'euros, sont allés à l'industrie manufacturière. Comme c'est un secteur bien développé en Bulgarie et aussi en Roumanie, mais vraiment aussi en Bulgarie parce que les usines sont modernisées, parce qu'ils ont eu des investisseurs allemands qui ont investi dans cette usine, etc. Donc, voilà les informations sur l'investissement étranger. Et si je peux ajouter quelque chose concernant les investissements, je veux souligner qu'en Bulgarie, depuis plus de 15 ans, nous avons une loi qui s'appelle la loi pour l'encouragement des investissements. Et donc, les investisseurs, y compris les investisseurs étrangers, peuvent recevoir beaucoup d'avantages et des aides si leur projet d'investissement est approuvé par l'Agence bulgare des investissements. Il y a des critères qui sont clairement définis dans la loi. Donc, ce sont des critères liés au montant de l'investissement et aussi bien au nombre d'emplois que l'investissement va créer. Et les montants et les emplois varient en fonction des régions. Par exemple, si on investit dans une région qui est, dans laquelle le taux de chômage est égal ou supérieur à la moyenne pour le pays, les seuils d'investissement sont beaucoup plus bas. Donc, on peut bénéficier d'exonération de la sécurité sociale que l'employeur doit payer pour une période maximum de 2 ans. Ça veut dire que si on emploie par exemple 100 personnes,
Et si on paye 500 € de salaire, 1000 leva, on va dire, 1000 leva de salaire brut, les cotisations sociales, Vladimir peut me corriger, mais ça va revenir à peu près à 200 leva. 200 leva par mois, par employé, multiplié par 100, je ne sais pas combien, ça fait 200 000, je pense. Et donc, tout ça pendant une période de 12 ans. Donc, ça présente un avantage qui est assez important. Mais aussi, les investisseurs peuvent bénéficier de délais administratifs très, très réduits. Ils sont aidés par l'agence des investissements qui agit à travers des mairies au niveau local, etc., pour faciliter d'une manière maximale l'implantation d'une usine étrangère ou enfin, d'un investisseur étranger qui veut s'implanter en Bulgarie. Il y a une particularité pour le projet d'investissement, il faut qu'il soit réalisé pendant une période de 3 ans. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je peux donner plus d'informations là-dessus. Mais c'est important de savoir. Les investissements qui bénéficient de ces aides sont classifiés dans 2 classes, classe A et classe B. Et c'est l'agence des investissements qui accorde ce classe d'investissement pour pouvoir après bénéficier de tous les avantages. On peut trouver plus de détails là-dessus sur le site de l'agence des investissements. Tout à fait, tout à fait, qui est traduit en plusieurs langues. Donc, les gens qui s'intéressent peuvent trouver beaucoup de... Je peux te transmettre, Karen, j'ai déjà le PDF de l'agence parce que je travaille de temps en temps avec eux, avec tous ces critères. Ah bah parfait, volontiers, on va le rajouter à la présentation. Et je veux dire qu'ils sont, parce que je connais, j'ai déjà travaillé avec des investisseurs étrangers, j'ai travaillé avec l'agence, et je veux dire qu'ils sont très très actifs et ils veulent vraiment aider les investisseurs. Ils font tout leur possible pour finaliser le projet, pour accorder une classe d'investissement. Quels que soient les secteurs. Oui, il y a des secteurs qui sont précisés dans la loi, mais ils sont assez larges. Il y a beaucoup de secteurs qui peuvent bénéficier. Surtout les secteurs dans des zones désavantagées. Qui presque dans ces secteurs, l'État va te construire l'autoroute, il va t'apporter de l'eau, etc. Donc, j'ai déjà visité il y a 2 ans et c'est vraiment extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas ça en Roumanie. Donc, voilà. Est-ce que je peux, malheureusement, Karen, je peux prendre la parole pour une seconde? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas malheureusement, avec plaisir. Désolé parce on peut déterminer des créneaux horaires. Et je suis pris dans une autre visio aussi, concernant le Covid et les investissements, et ça va commencer dans les minutes qui viennent. Et je serai obligé de vous quitter. On a terminé de toute façon, Vladimir. On arrive au bout du j'ai déjà enchaîné. Je passe presque toute la moitié des journées dans des vidéos échanges sur plein de dossiers. Donc, pour moi, c'est pour dire que c'était le plaisir. Plaisir partagé. Même de parler pas seulement de Covid, mais de parler des avantages de la crise. Ça ne veut pas dire qu'il y a la crise. Moi, mon opinion est plutôt positive. Au moins, en Bulgarie, il n'a pas vraiment un effondrement. Il a plutôt de stress et des problèmes psychologiques comportementaux que de problèmes économiques. S'il y a des questions, vous avez mon email. Et s'il y a des gens intéressés, ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Dans tous les cas, je vais me rappeler de Bretagne parce qu'une de mes premières missions d'audit quand j'étais en France, c'était dans les grandes laiteries de Bretagne, à Landerneau. Et j'en garde encore de très très bons souvenirs, plus que 15 ou 17 ans. Je vous dis une bonne journée. À très bientôt. On va avoir la présentation parce que ça va aider aussi à avoir une vision sur la Roumanie qui est tout proche et qu'on a beaucoup d'échanges et qu'on va pouvoir se voir. Je vous dis au revoir. À très bientôt, de mon côté. Et il a Merci des emails beaucoup. à échanger. Merci encore une fois. À très bientôt. Merci beaucoup.
Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, vous retrouverez, comme je l'avais dit en introduction, toutes les informations de cette présentation, plus tout ce que l'on va agrémenter en complément de ce qui est déjà inscrit dans les slides que vous avez pu voir là. Donc, la présentation sera disponible sur BCI Info. Je vais l'envoyer également aux participants de ce webinaire. Le podcast sera disponible également un peu plus tard. J'aimerais remercier chaleureusement donc Vladimir qui vient de nous quitter, Bogdan et Vesseline pour votre intervention précieuse de ce matin et vos visions terrain en tant que professionnel. C'était vraiment très intéressant d'avoir vos points de vue et puis vos commentaires sur les différentes choses que l'on a évoquées ce matin. Merci beaucoup. Et merci à vous, Karen. Merci beaucoup, Avec Anna. plaisir. Merci beaucoup. Je vais transmettre en cas de besoin vos coordonnées aux participants. Je vais les rajouter à la fin de cette présentation. Donc, évidemment, il y a les coordonnées de nos chargés d'affaires sectoriels ABCI, les coordonnées ici des chargés de développement à l'international de BCI qui sont basés dans les différentes CCI territoriales en Bretagne. Ici, j'ai mis les coordonnées d'Anna. Je vais rajouter les emails de nos 3 amis de ce matin qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Et j'aimerais juste dire un petit mot, si ce n'est pas encore fait, pour que vous notiez dans vos agendas le 6 juillet prochain la version exceptionnelle de l'Open de l'International, version online, puisqu'il ne nous est pas possible cette année, pour cette 8e édition, de faire un Open normal en présentiel, comme c'était prévu à Vannes. Là, l'Open se déroulera donc en ligne. C'est l'opportunité pour vous, entreprises bretonnes, de solliciter des rendez-vous B2B avec nos prestataires agréés à l'étranger. Une petite notion importante, contrairement aux années précédentes où tout le monde pouvait solliciter des rendez-vous avec tout le monde, là, il n'y a que vous, entreprises bretonnes, qui pouvez faire les demandes de rendez-vous B2B avec les prestataires agréés ou avec les organismes régionaux et nationaux qui seront présents également en ligne le 6 juillet. Donc, c'est vraiment à vous de jouer, c'est vraiment à vous, entreprises bretonnes, de solliciter les rendez-vous B2B. Ce ne sont pas les prestataires ni les organismes qui vous demanderont un rendez-vous et il n'y aura pas de possibilité non plus d'obtenir des rendez-vous entre sociétés bretonnes. Donc, le format est un petit peu différent, mais on voulait là encore aller au plus efficace et répondre à vos demandes. Donc, les rendez-vous ne se feront qu'avec les prestataires agréés et les organismes régionaux et nationaux. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. On reste à votre disposition pour échanger plus longuement et plus précisément sur les points évoqués de ce matin. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à Anna. À très bientôt pour de prochains webinaires. La semaine prochaine, je vous propose un webinaire Actu Covid-19 Russie et Sénégal. Vous retrouvez tous les webinaires sur l'agenda de notre site web. Vous avez les coordonnées dans cette présentation. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Karen, merci à tous. Merci à vous. Merci à très tout bientôt. Le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.